Bonjour mesdames, je suis ravie de vous accueillir et je vous prie d'excuser Catherine Coutel, la présidente de la délégation des droits des femmes, mais je suis avec Maude Olivier qui est rapporteure de la délégation aux droits des femmes sur le genre et l'égalité, et donc aujourd'hui on est ravis de pouvoir vous entendre sur un sujet assez fondamentale pour l'avenir d'une société peut-être apaisée. On va peut-être commencer directement à vous écouter, et puis on a deux autres personnes qui vont arriver vers 18h, donc ça nous permettra un temps d'échange, et puis on vous laisse vous présenter, et puis peut-être parler de vos travaux chacune. Donc peut-être qu'on commence par Madame Sylvie Plane. Oui. Oui, juste un mot en introduction pour expliquer pourquoi donc, nous allons faire ce rapport sur les études de genre. Nous avons inscrit dans la loi du 4 août, dans son premier article, le 10e alinéa précisait que des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués. Donc ça a été inscrit dans la loi. C'est pour ça que nous allons donc traiter cette question. Au départ, juste pour sourire, j'avais écrit visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur le genre. Et donc, il m'a été demandé de modifier cette phrase. Et donc, c'est devenu sur la construction sociale des rôles sexués, ce qui prête à sourire dans la mesure où on sait que ça a une certaine signification, donc le même, pour tout dire. Voilà, donc c'était pour vous expliquer pourquoi nous menons à bien ces travaux. Donc peut-être Madame Sylvie Plane, ou si vous êtes entendue à... Très bien. Oui, vous appuyez sur ce bouton. Voilà. Merci bien. Donc, si vous voulez bien, je me présente. Je suis Sylvie Plane. Je suis vice-présidente du Conseil supérieur des programmes. J'ai donc travaillé sur cette question des programmes de la maternelle jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, enfin exactement à la fin du cycle de collège. Et par ailleurs, j'étais formatrice d'enseignants en IEFM, puis en SP, en tant que professeur des universités en sciences du langage. Alors, la question qui nous a préoccupés au Conseil supérieur des programmes est évidemment la question du devenir des élèves, et nous sommes partis d'un paradoxe qui concerne finalement le décalage entre ce qui se passe au cours de la scolarité obligatoire et ce qui se passe à l'issue de cette scolarité obligatoire, au moment où les élèves sont amenés à faire un choix. Si on regarde les performances des élèves, il y a dans la partie de leur scolarité obligatoire un avantage décisif du côté des filles dans la maîtrise des compétences scolaires. La compétence 1, c'est-à-dire lire, écrire, maîtriser la langue, est mieux maîtrisée par les filles à l'issue du palier 1. Ça s'équilibre par la suite, et l'avantage revient également à la fin du palier 3, c'est-à-dire en fin de scolarité obligatoire. Même chose dans la compétence 3, c'est-à-dire calcul, géométrie, organisation des données, c'est-à-dire les compétences en gros mathématiques. Les filles ont des performances supérieures à celles des garçons. Je pourrais peut-être, si on a le temps, proposer un type d'explication sur possible, peut-être aussi en termes de stéréotypes, mais pas ceux auxquels on pense, peut-être pour expliquer ces différences de performance entre garçons et filles. Il y a également un avantage des filles en termes de diplôme. On le sait, puisque les filles représentent 53% des admis au bac et 56% des admis au bac général. La différence vient, en revanche, n'est pas en termes de diplôme, mais elle est
véritablement, en termes d'orientation, l'orientation est extrêmement genrée. Les filles, on le sait, enfin, vous en parlerez de façon plus précise que moi. Bon, les filles sont très majoritaires dans les sections ES et les sections L, où elles sont 79%. Elles sont minoritaires en S, mais les choses se compensent. Enfin, je veux dire qu'on constate quand même un progrès. Ces performances, enfin, ces résultats sont assez tristes, mais les choses vont malgré tout en s'améliorant. Alors, dans la voie technologique, les filles sont envoyées dans le tertiaire et les garçons dans les spécialités industrielles. Et la voie professionnelle, les filles vont du côté du service à la personne et des services, et les garçons du côté de la production. Donc, on voit bien que, disons que c'est plutôt, on va dire, dans les secteurs qui vont aller vers des qualifications moins prestigieuses que la répartition, la différence de répartition est vraiment la plus forte. Donc, c'est très tôt qu'il faut s'atteler à ces questions. Et ça a été une préoccupation, je veux dire, constante du Conseil supérieur des programmes. Je ne vais peut-être pas parler tout de suite de la maternelle parce que c'est quelque chose qui est un petit peu à part. Mais notre préoccupation s'est exprimée à travers, disons, trois grands axes, c'est-à-dire un certain nombre de savoirs que les élèves doivent acquérir, qui vont les aider à se construire des représentations plus équilibrées, des principes également qu'ils doivent acquérir et des comportements scolaires qui doivent être inculqués par la pratique, également par le biais d'un certain nombre d'apprentissages. Donc, ces trois axes-là qui nous ont guidés, auxquels on a pensé, je crois, à peu près tout le temps, parce que c'est une responsabilité importante de l'école, même si, il faut le dire, l'école est quand même l'outil le plus efficace actuellement, même si l'école ne parvient pas à tout, l'outil le plus efficace quand même pour lutter contre un certain nombre de stéréotypes et de préjugés, même si on n'est pas parvenu au résultat qu'on attend. Alors, ce programme, disons, c'est décliné à travers plusieurs éléments des programmes, à travers, disons, quatre grandes actions que je vais évoquer assez rapidement. D'abord, très rapidement, la question du socle commun. Le socle commun, c'est un ensemble d'énoncés qui définit finalement la responsabilité éducative de la nation vis-à-vis des élèves. C'est-à-dire, c'est un engagement de la nation qui s'engage à ce qu'une génération, à la fin de sa scolarité obligatoire, maîtrise un certain nombre de connaissances, de compétences et d'éléments de culture. Donc ça fixe une finalité éducative et pas seulement en termes d'instruction, mais aussi en termes d'éducation à l'école. Alors qu'on sait que depuis assez longtemps, l'école s'est quand même centrée uniquement sur des aspects d'instruction et d'acquisition de savoir. Alors, il y a deux grands domaines du socle qui en comportent 5, dans lesquels ces questions sont abordées. Le domaine 3, qui s'appelle la formation de la personne et du citoyen. Et j'ai relevé trois items qui me paraissent importants, qui donc vont se retrouver à travers l'ensemble des disciplines scolaires. Ce n'est pas des disciplines qui sont évoquées là, c'est l'ensemble de la scolarité. Se confronter à des dilemmes moraux simples, à des exemples de préjugés. Donc la question de préjugés
est une question qui doit être abordée à travers l'ensemble des disciplines, remplir des rôles et des statuts différents et acquérir le respect des autres. La formule est un peu ambiguë parce que ça veut dire à la fois être respecté par les autres et respecter les autres. Donc cette idée d'un comportement citoyen dans lequel chacun a sa place et sait où il est, figure dans le socle. Ça sera opérationnalisé par les programmes. Un autre domaine du socle qui traite de cette question, c'est le domaine 5 sur les représentations du monde et l'activité humaine, qui s'opérationnalise surtout dans l'histoire, la géographie, et qui a pour vocation d'amener les élèves à, alors je cite la formule, appréhender par la formation morale et civique, notamment et puis par l'histoire et la géographie, leur responsabilité d'hommes, de femmes et de citoyens, citoyennes. Donc c'est aussi une finalité qu'on affecte à l'école, qui est de devenir homme, femme, citoyen, citoyenne. Voilà, donc ça c'est le premier élément qui est le socle. Et je dois alors peut-être expliquer quelque chose qui est un petit peu différent des programmes précédents. Les programmes précédents avaient tous été traités discipline par discipline et niveau par niveau. Là, ils sont traités de façon longitudinale et transversale et à partir du socle. C'est le socle, c'est-à-dire ce à quoi les élèves doivent parvenir, qui détermine les savoirs, les enseignements, les autres enseignements. Alors, dans les programmes proprement dit, il y a un enseignement qui est transversal, qui est l'enseignement moral et civique. Il a un horaire dédié, mais il est également pris en charge par l'ensemble des enseignements. Et quelle que soit donc la discipline scolaire, elle doit mettre en œuvre des éléments dans cet enseignement moral et civique. Alors, il comporte 4 dimensions, sensibles, normatives, cognitives et pratiques. Et donc, ils vont proposer des approches différentes. Et à travers ces 4 types d'approches, on doit appréhender la notion de stéréotype. Alors, stéréotype, donc, comme une construction sociale, appliquée à différentes circonstances, différents cadres, mais cette notion-là, elle est bien précisée. Alors, par exemple, dans l'approche, alors, il n'y a pas que la notion de stéréotype, mais je vais donner juste quelques éléments à titre d'exemple. L'un des items s'appelle, dans la partie qui s'appelle sensibilité, soi et les autres, respect des autres dans leur diversité, et on étudie les atteintes à la personne d'autrui, racisme, antisémitisme, sexisme, xénophobie, homophobie, harcèlement. Donc cette fois, c'est un apprentissage, c'est un savoir qui est dispensé aux élèves en faisant appel à des questions de sensibilité, d'empathie, de capacité de se projeter dans l'autre que soi. Le droit et la règle, cette fois, c'est plutôt en termes juridiques, mais c'est aussi l'idée de comprendre à quoi servent des règles sociales. Dans une société démocratique, qu'est-ce qui les fonde et en quoi elles aident à vivre. Le jugement, l'idée de penser par soi-même et penser avec les autres. Donc, arriver à différencier son intérêt propre de l'intérêt collectif. Et puis l'engagement, agir individuellement et collectivement. Et proposer avec cela un certain nombre d'activités extrêmement précises. Il y a des activités de discussion, mais il y en a une que je veux signaler ici, qui consiste à faire analyser les stéréotypes sexués à travers des exemples pris dans des manuels ou des albums de littérature de jeunesse ou de cinéma. Alors pourquoi à travers des albums ou des autres exemples? C'est pour ne pas mettre les élèves en situation de conflit de loyauté vis-à-vis des valeurs qui sont dispensées dans leur famille. C'est beaucoup plus facile de parler, d'avoir une analyse critique sur ce qui est montré dans un récit
que de débattre de façon spontanée à partir de ce à quoi on croit dans sa famille, dans son entourage. Ça permet en même temps d'en parler. Et puis, on travaille aussi sur la place et le rôle de certaines personnalités, hommes et femmes, dans l'histoire. Enfin, il y a une réflexion donc il y a des activités qui sont proposées, qui peuvent être menées dans différentes disciplines. Une autre entrée, c'est évidemment la contribution des disciplines scolaires à la construction d'une présence plurielle de la femme dans l'univers intellectuel et culturel. C'est pas très facile parce que ça va à l'encontre des traditions. Les ressources sont moins importantes qu'elles le sont pour l'ensemble des domaines, mais les programmes apportent quand même une place relativement importante. Alors, dans le cadre de l'histoire, c'est à travers, évidemment, pour la partie école élémentaire, l'approche prosopographique, où on signale des personnages illustres féminins qui sont des figures qui sont nommées. Mais plus important, c'est la partie qui se situe au cycle 4, c'est-à-dire au collège, qui est vraiment la partie où se construit, disons, une réflexion critique. Il y a 3 thèmes chaque année, et il y a vraiment un thème d'histoire dans lequel on construit finalement l'histoire des femmes dans la République contemporaine. Comment la société française, enfin, les transformations de la société française, la place des femmes, les nouvelles aspirations de la jeunesse, le développement de l'immigration, ces questions-là sont vraiment thématisées. Et la question, par exemple, est abordée à travers les questions du vote, de la répartition de la population, tout ce que le 19e et le 20e siècle a pu construire, évidemment, le 20e siècle. D'autres disciplines proposent également une réflexion qui va montrer cette fois le rôle possible des femmes à travers des exemples singuliers et diversifiés. En histoire des arts, par exemple, l'émancipation de la femme artiste, et en littérature, le caractère exemplaire des héros et des héroïnes. Donc le thème héroïsme, qui est un thème classique en littérature, est traité à travers héros et héroïnes. Plusieurs figures exemplaires sont proposées. La question de la représentation de soi, par exemple, est traitée proposée dans les enseignements pratiques interdisciplinaires. Pourquoi les femmes et les hommes se représentent-ils ? Comment se représentent-ils ? Ces questions-là sont posées aux élèves. Donc, elles doivent s'articuler avec une réflexion menée du côté de l'éducation, de l'enseignement moral et civique, de l'enseignement de l'histoire, et il est souhaité que les professeurs articulent complètement ces questions-là. Excusez-moi. Juste, là, vous nous présentez le nouveau cadre, le nouveau socle du Conseil supérieur, enfin, proposé par le Conseil supérieur des... D'accord. Et donc, il y aura éventuellement, les manuels seront adaptés en fonction de ces principes ? Excusez-moi. Les 9 années du socle démarrent en même temps. C'est-à-dire, si on avait procédé comme cela s'était fait les années, enfin les fois précédentes, il y aurait eu 2 cohortes qui auraient suivi le cursus, qui auraient été décalées d'1 an et qui n'auraient pas atteint. Là, tout le monde commence en même temps. Les auteurs de manuels ont ces indications, mais évidemment en France, c'est le secteur privé qui produit les manuels.
et il n'y a pas de labellisation. À côté des manuels, il faut savoir qu'il y a une production extrêmement abondante qui circule sur Internet, de séquences toutes prêtes, et sur lesquelles il n'y a évidemment aucun contrôle possible. Alors, merci pour tous ces éléments. Enfin, ça donne quand même de l'espoir sur l'égalité femmes-hommes, sur les stéréotypes. Alors, moi, je voudrais rappeler quand même que nous avons voté la loi sur la refondation de l'école avec cet ABCD de l'égalité. Et comme vous l'avez rappelé, je pense que tout commence par la base et dès la petite enfance, et que le rôle de l'éducation nationale, c'est majeur. Enfin, je pense que... Et là, vraiment sur avoir un socle commun, un engagement, effectivement, tous les paramètres que vous avez évoqués, sur le respect de l'autre, sur le paramètre aussi de la citoyenneté. Enfin, c'est essentiel aujourd'hui. Et on voit bien notre société est quand même assez bousculée et qu'aujourd'hui, il faut remettre les valeurs de la République. Et ça passe par l'enseignement, ça passe par l'éducation et par les livres. Donc, sur les stéréotypes, lorsqu'on ne va pas revenir, mais les livres qui sont adressés pour les petites filles ou pour les petits garçons, à la couleur bleue et la couleur rose. Et, donc, on a toujours ça, les jouets pour Noël, les jouets plutôt, tout ce qui concerne la vie de la maison pour les petites filles, et puis les garçons ont plutôt tout ce qui est jeu numérique. Donc c'est vrai qu'on a besoin de travailler vraiment à fond sur ce sujet pour que cette égalité puisse se faire. Oui, alors juste pour corroborer ce que vous venez de dire, à Pâques, les œufs Kinder Surprise étaient de couleurs différentes pour les garçons et pour les filles, voilà, et contenaient des jeux, des petits jouets à monter qui étaient aussi différents. Merci. Alors, on pourra échanger ensuite. Donc, après, je vais demander à Madame Agnès Netter, qui est chef de la mission parité et lutte contre les discriminations. Merci. Alors, moi, je me rends compte en écoutant l'intervention précédente que je n'ai pas du tout pris la question de la même façon. Je n'ai pas cherché par rapport à cette audition à vous présenter la politique de l'enseignement supérieur et la recherche, mais j'ai focalisé sur le thème des recherches sur le genre, des formations sur le genre, pour vous présenter donc un tout petit peu l'état des réflexions et dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et je ferai une distinction très forte préalable entre ce qui s'est passé en histoire dans l'éducation nationale, même si maintenant je vous laisserai la feuille de route unique, où vous verrez que le mot genre a reculé, et ce qui est porté par l'enseignement supérieur et la recherche, où au fond, depuis des années maintenant, les recherches et les formations sur le genre existent et sont un domaine extrêmement riche en apports à la fois théoriques et peut-être aussi pour les politiques publiques. Alors, peut-être que pour vous rappeler, et puis je vais focaliser sur la politique actuelle, dire peut-être qu'il y a eu au fond 3 recensements successifs, 3 points où, à la demande de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour faire émerger ce secteur de recherche. Il y a eu un premier recensement qui avait été confié à une association que vous avez peut-être auditée, qui était la NEF, et qui était le premier point sur les recherches sur le genre, et qui a eu vraiment le mérite de faire prendre conscience à la fois de la richesse du secteur, de ce secteur de recherche, et aussi de sa transversalité. Ça, je crois que c'est important de souligner la transversalité.
Deuxième recensement, c'est celui qui a été demandé par le ministère au CNRS et qui a été porté, alors je peux vous en parler d'autant plus que j'étais au CNRS à l'époque, responsable de la mission pour la place des femmes, donc un recensement qui a fait le point de l'ensemble des recherches sur le genre, mais qui ne s'est pas limité aux recherches du CNRS, mais qui a concerné l'ensemble des recherches sur le genre dans les universités, le CNRS, et qui, pour la première fois aussi, avait comme ambition de recenser aussi les chercheurs, j'allais dire, qui n'appartenaient pas à des institutions. Donc, ce recensement a donné lieu à une publication du CNRS qui vraiment reste une publication importante pour marquer ce dynamisme du secteur. À la suite de cela, et vous avez dû aussi, puisque je sais que vous avez peut-être entendu Florence Rochefort, qui a porté ce rapport, en novembre 2012, dans le cadre de la stratégie nationale de la recherche, la ministre a autorisé qu'il y ait un rapport sur les orientations stratégiques pour les recherches sur le genre. Et en fait, là, ont été regroupés, c'est un groupe de travail qui a réuni à la fois l'ensemble des réseaux qui s'occupaient de ces recherches, mais aussi qui a eu comme vocation de mettre en évidence ce qui existait sur les masters, ce qui existait en domaine de recherche, avec des focus sur certaines recherches dites émergentes, et puis aussi qui faisait une vingtaine de propositions qui ont toutes pour ambition, au-delà du strict périmètre scientifique, de donner à la recherche sur le genre la place qu'elle devrait tenir. Et notamment, si vous avez eu l'occasion de regarder ce rapport, la première proposition, c'était la mise en place d'un collégium dont l'ambition était à la fois de parler recherche sur le genre, mais aussi comment les faire connaître à la société. Nous avons donc dans l'enseignement supérieur et la recherche un certain nombre maintenant de documents qui nous permettent d'estimer et sur laquelle nous nous appuyons pour structurer la recherche et les formations. Donc, le transfert des résultats de recherche sur le genre dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques d'éducation est l'un des objectifs de l'action du ministère en faveur d'égalité des sexes. Donc, depuis 2012, les feuilles de route annuelles en faveur de l'égalité des sexes ont incité régulièrement les établissements d'enseignement supérieur à développer leur offre de formation en études de genre, tant au niveau de la licence qu'au niveau du master. Et en 2016, si vous regardez notre feuille de route, dans le cadre du dialogue contractuel que l'on a avec nos établissements, le ministère incite les établissements d'enseignement supérieur à ouvrir des postes d'enseignants-chercheurs fléchés genre dans un large éventail de disciplines. Par ailleurs, on peut dire que le ministère s'est engagé dans un certain nombre de mesures, cartographie du potentiel de recherche et structuration de la recherche, parce que finalement le recensement date maintenant de 2012 et qu'il mériterait d'être actualisé. Donc on souhaiterait réactualiser à la fois ce recensement et de l'enrichir avec une vision des formations en matière de recherche sur le genre. Et cela, nous l'avons confié à l'Alliance Athéna. Donc nous allons le faire avec l'Alliance Athéna pour avoir une nouvelle cartographie du potentiel de recherche et d'enseignement. Vous savez sans doute qu'il existe également un GIS,
genre qui a été mise en place au niveau du CNRS, mais qui regroupe aussi 25 universités, et qui est une façon de montrer toute l'importance que les établissements accordent à ces recherches sur le genre. Nous sommes aussi en train de structurer la recherche sur le genre et l'éducation à travers une unité, une UMS éducation CNRS-ENS, instituée au 1er janvier 2016 à Lyon, qui pourra conduire un appel à projet autour des questions d'égalité filles-garçons dans le champ scolaire, mais aussi femmes et hommes à l'université. Donc c'est une création récente et on évaluera ce qu'elle va produire. Autre création récente recensée, premier institut Carnot d'éducation expérimentale en région Auvergne-Rhône-Alpes, créé au 1er janvier 2016 et qui veillera à traiter de ces questions dans la perspective de transfert des résultats de la recherche sur le terrain scolaire avec les équipes pédagogiques. Enfin, nous travaillons sur les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, les SP. Alors, vous savez que dans les SP, on a inscrit la formation aux enjeux de l'égalité des sexes dans le tronc commun des masters de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Mais on s'aperçoit qu'il y a une diversité des situations et on ne peut pas parler d'homogénéité et de ces situations. Donc, le ministère va viser en 2016 à renforcer l'articulation entre recherche sur le genre, formation initiale et continue des enseignants et des personnels éducatifs afin de développer des ressources disponibles au sein des SP. Parce qu'on s'appelle si auprès de l'ESP, l'ESP est situé dans une université où les recherches sont extrêmement fécondes, où il y a un potentiel de formateurs important. J'allais dire que au-delà de la quantité, du respect des textes, il y a une qualité de la formation. Là où ce n'est pas vraiment le cas, c'est plus hétérogène. Donc, nous, dans cette perspective, nous mettons les mesures suivantes en œuvre. On va cartographier les ressources humaines, pédagogiques et didactiques mobilisables dans les SP et dans leur environnement. Et cela, nous avons confié l'action à l'association Recherche, Genre, Éducation et Formation, qui va donc nous produire une cartographie de tout le potentiel existant susceptible d'être ressource pour les SP. Et cette cartographie devant être publique permettra aux SP moins bien, j'allais dire, entourés d'un potentiel de recherche, de pouvoir puiser dans des potentiels un peu plus loin. On va inciter... oui. C'est une préoccupation. De constater qu'effectivement, suivant l'endroit où se trouve l'ESP et suivant l'université, eh bien, ces questions sont traitées d'une manière très importante ou pas du tout, enfin très peu, d'une manière optionnelle. Et on voit bien que du coup, les futurs professeurs des écoles ne sont pas tous logés à la même antenne, et en plus auront probablement, suivant la sensibilisation qu'ils auront eue sur ces questions, peut-être plus de mal que d'autres à travailler sur ces questions d'égalité filles-garçons. Donc, quels pourraient être, j'anticipe un peu sur la question, mais comme on est dessus, pour peut-être pas y revenir tout de suite, quels pourraient être les moyens pour qu'on puisse faire en sorte que dans ce socle commun d'enseignement, il y ait obligatoirement un socle sur le genre, enfin en tout cas sur l'égalité filles-garçons. Quand on interroge mes collègues du ministère de l'Enseignement supérieur, ils nous disent que les SP sont très jeunes et on leur demande beaucoup de choses en même temps, laissez-les un tout petit peu mûrir.
Au-delà de ça, nous avons proposé cette tactique, c'est-à-dire de mettre à la disposition des SP, puisqu'on voit que les SP les plus fécondes, celles où ça marche le mieux, c'est celles où il y a vraiment un potentiel de formateurs formés à ces questions de genre et qui peuvent former les enseignants, donc de rendre visible ce potentiel et de les mettre à disposition de l'ensemble. Et à partir de là, dans un deuxième temps, donc nous subventionnons l'ARJEF pour avoir en fin d'année cette cartographie qui sera mise à disposition de tous. Et ensuite, avec l'ARJEF, nous verrons si dans un deuxième temps, on ne pourrait pas proposer aux enseignants de mettre sur le même site certains cours en ligne qui leur permettraient de mutualiser ces formations. On va vous laisser terminer parce que je crois que vous aviez encore quelques éléments à nous évoquer. Simplement, peut-être de dire qu'on incite les établissements à intégrer aussi des modules d'enseignement obligatoires sur le genre dans les différentes licences qu'ils proposent, parce qu'il faut aussi former dans tous les cycles. On le fait de même au niveau des masters et du doctorat. Donc l'idée, c'est aussi, c'est pas uniquement sur les SP, mais d'essayer d'inciter à rendre visible toutes ces formations et multiplier ces formations. Et enfin, renforcer cette visibilité des masters genre existants et en assurant des passerelles avec les certifications des métiers de l'égalité des sexes. Parce qu'un des problèmes aussi, c'est que l'on s'aperçoit que c'est un marché qui a suscité beaucoup de sociétés qui toutes n'étaient pas formées comme on le souhaiterait. Donc l'idée, c'est de donner à voir les masters de qualité qui peuvent vraiment former des professionnels de qualité. Voilà. Écoutez, merci parce que vous nous donnez quand même beaucoup d'espoir, hein, puisque la prise de conscience sur la recherche sur le genre est très présente. Vous avez parlé, je pense qu'il y avait 25 universités hein, qui travaillent, donc c'est quand même aussi important. Et bon, je pense qu'avec les réseaux, avec les masters, ça donne un espoir pour que le genre soit approprié. Et puis, enfin, le plus compliqué, c'est comment faire connaître, comment informer et que ça puisse descendre sur le territoire, ça puisse descendre au plus près des citoyens. Parce que c'est bien l'objectif final. Et que ça ne soit pas repris dans des polémiques voilà, stériles et caricaturales. Tout à fait. Voilà, donc merci à vous. Madame Doriane Meurant, chargée de développement à l'association Artemisia. Oui, merci Madame Netter pour cette transition sur les masters genre. Sur nos formations. Donc effectivement, je suis chargée de développement pour l'association Artemisia, qui est une association loi 1901, issue justement, qui a été créée par les anciens diplômés et anciennes diplômées du master genre, égalité et politique sociale de l'université Jean Jaurès à Toulouse, et qui forme du coup les responsables de l'action sociale à l'égalité femmes-hommes. Je ne vais pas tellement revenir dessus parce que Madame Lapère parlé la semaine dernière, si je ne m'abuse, ici. Voilà, l'association a été créée donc, en 1998. Juste pour la petite anecdote, on a choisi le nom, elles et il avaient choisi le nom Artemisia, qui est une peintre italienne du XVIIe siècle, hein, qui avait été très décriée à son époque, pour peindre des scènes de la vie politique, religieuse, et de la vie quotidienne aussi. Donc l'idée, c'est de lui rendre hommage, d'autant plus qu'on sait encore aujourd'hui en France, hein, seulement 25% des artistes programmés sont des femmes, parce qu'il y a 75% de place pour les hommes. Voilà. Nous, l'association, elle est hébergée par le pôle sagesse du laboratoire CERTOP, donc à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Vraiment, l'idée de l'association, c'est de faire le lien entre la recherche universitaire et le terrain professionnel. Donc, c'est pour ça que cette situation est très, très pratique pour nous. On est aussi reconnu organisme de formation agréé et un bureau d'études. Donc le but vraiment de l'association, c'est de manière générale de promouvoir l'égalité femmes-hommes.
Jusqu'à il y a donc très peu, j'intègre l'association. Sophie Collard donc, qui est sociologue de formation, était la seule salariée, coordinatrice. Elle a pu développer des activités grâce donc, aux membres du CA, hein, qui fonctionnent avec 6 coprésidentes, qui sont très très actives donc, pour développer différentes actions. Il y a la formation auprès de différents types d'acteurs, hein, privés, publics, la conception d'outils pédagogiques, et notamment le guide des bonnes pratiques d'égalité hommes-femmes en Midi-Pyrénées. Voilà, l'idée, c'était de permettre aux acteurs d'agir vraiment concrètement, et aussi du coup un accompagnement de structures dans la mise en place de leurs actions, aussi bien dans l'éducation, l'emploi, l'insertion, politique de la ville, etc., pour arriver à plus d'égalité. Et enfin aussi le développement et la mise en place de projets innovants, et notamment le projet Egali Crèche, dont je vais développer ici. Donc Egali Crèche, filles et garçons sur le chemin de l'égalité. C'est un programme qui a été développé en 2013-2014 avec plusieurs partenariats institutionnels, hein, notamment la mairie à l'époque, la région, la CAF, le conseil départemental donc, de Haute-Garonne, des réserves parlementaires et notamment celle de Madame Ibora. Et puis le soutien d'élus, hein, sans qui le programme n'aurait pas pu voir le jour. Alors ce programme, il est né suite au rapport de l'IGAS, hein, de Brigitte Grézy et Philippe Georges, donc l'inspection générale des affaires sociales, qui préconisait de sensibiliser 2013 l'ensemble des professionnels à la question de la socialisation sexuée des petits-enfants, parce que les stéréotypes de sexe sont responsables des difficultés d'épanouissement et d'orientation. Madame Plane a pu nous le montrer. Filles et garçons, on sait qu'ils ne développent pas les mêmes compétences et leur créativité se voit limitée dès le plus jeune âge. Le fait d'imposer des modèles de conduite, forcément, ça bloque l'imagination et la spontanéité, et ça peut aussi faire baisser l'estime de soi. On verra, hein, ça a des conséquences pour les petits garçons et filles. L'estime de soi, c'est notamment celle des petites filles. Donc voilà, les projections stéréotypées existent dès la petite enfance, et voire même avant, hein. On sait que voilà, avant même la naissance, on projette. Comment ? Ouais, on n'a pas les mêmes attentes du tout. Voilà. Alors, il y a différentes instances socialisatrices, hein, qui jouent avec ces stéréotypes et qui les projettent. Donc, il y a la famille, évidemment, donc on disait avant même la naissance, l'éducation préscolaire, le système éducatif, même si on voit ici, hein, on est aussi là pour ça, avec tous les outils qui sont mis en place, continuent malheureusement de projeter des stéréotypes. Les médias et la littérature de jeunesse notamment, on a commencé à en parler. Voilà, donc tout ça, ça a des conséquences à l'âge adulte et à l'adolescence, hein, notamment avec des orientations scolaires très, très différenciées, comme vous avez pu l'énoncer. Voilà, donc c'est pour ça que c'est crucial vraiment de prendre le temps d'interroger ses propres pratiques professionnelles, déjà pour les personnes qui travaillent auprès des tout-petits. Donc nous, les objectifs d'Egali Crèche, c'est vraiment d'offrir les mêmes chances de développement des petites filles et des petits garçons, de prévenir les violences sexistes dès le plus jeune âge et d'encourager au respect de l'autre, hein. On revient avec les termes de citoyenneté, finalement, qui... l'égalité filles-garçons, ça va bien au-delà, si vous voulez, de contrecarrer des stéréotypes de sexe, mais sinon d'être dans le respect de chacun. Donc ça passe par la formation des professionnels. Pour qu'elles et ils, donc je dis elles, c'est vrai que c'est quand même une majorité de femmes qui sont dans ces métiers d'ailleurs peu valorisés, au regard du travail pourtant qu'elles réalisent sur le terrain. Donc l'idée, c'est qu'elles sont en capacité de repérer les inégalités dans l'organisation de la crèche, dans l'organisation et le fonctionnement de la crèche, de déconstruire les stéréotypes de sexe, notamment dans les jouets et dans les illustrations, et d'agir pour un développement plus équitable. Alors initialement,
cette formation-là, elle avait lieu sur 1 voire 2 journées auprès des professionnels de la petite enfance. Donc l'évaluation qu'elles ont pu faire, c'était, alors oui, vous nous apportez des éléments, on se rend compte qu'on peut nous-mêmes être porteuses et porteurs de stéréotypes, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup, 1 journée ou 2 jours, c'est quand même très court. Ou alors, donc il y avait ce constat-là, ou alors c'était encore difficile pour des professionnels de reconnaître ils pouvaient être porteurs de stéréotypes et de dire, bah oui, vous nous apportez des chiffres au niveau national sur le fait que les petits garçons et les petites filles, finalement, ne sont pas logés à la même enseigne. Mais nous, au sein de notre structure, ça ne se passe pas comme ça. C'est humain, quelque part, c'est nous, notre travail, du coup, on le fait le mieux possible. Et effectivement, c'est logique de penser qu'on ne transmet pas forcément ces stéréotypes-là. Donc de là, on est parti sur l'idée de créer vraiment un diagnostic propre à chaque crèche. Donc il y a différentes phases du projet, je vais vous les présenter rapidement. Il y a d'abord un diagnostic d'une quarantaine d'heures d'observation où on est sur le terrain et on essaye vraiment de se faire les plus petites possibles. Donc Sophie Collard et aujourd'hui moi-même pour voir les interactions enfant-enfant, selon le sexe de l'enfant bien sûr, les interactions professionnelles-enfants et inversement, toujours selon le sexe de l'enfant, et aussi les interactions professionnelles-parents. Parce qu'on se rend compte que d'une crèche à l'autre, il y a des grandes différences et les échanges peuvent être jusqu'à 6 fois plus longs avec les mères qu'avec les pères, où la mère est toujours vue comme la personne de référence, et en même temps où les mères sont présentes pour amener les enfants et venir les rechercher à hauteur de quasiment 70%. Donc ce qui se comprend aussi au vu des professionnels. Voilà, il y a ce diagnostic-là qui est réalisé. Ensuite, il y a un temps vraiment de formation pour que les professionnels aient conscience des inégalités qui existent encore aujourd'hui en France au niveau des hommes et des femmes, et que ces inégalités-là, finalement, elles se construisent tout le long de la vie. Des ateliers, donc il y a une dizaine d'ateliers, où à chaque atelier donc, de mise en pratique, il y a un rappel des données qualitatives et quantitatives propres à la crèche, issues du diagnostic que je viens vous énoncer. Ensuite, il y a des soirées débats avec les familles pour essayer de sensibiliser les parents, même si c'est vrai que c'est encore difficile aujourd'hui d'arriver à les mobiliser sur ces questions-là. Ensuite vient l'évaluation et un suivi 3 mois, 6 mois et 9 mois après, avec cette idée que les professionnels ne soient pas lâchés en pleine nature, comme elles pouvaient dire, et voilà, de voir comment elles avaient pu avancer. Donc rapidement, les ateliers que j'évoquais, il y a l'impact des jouets, vous le disiez, Madame Olivier, sur voilà. Vraiment, les jouets sont utilisés de manière non mixte. Vraiment, les petites filles utilisent à 80% les jeux dits d'imitation, donc poupées, dinettes, etc. Et les garçons, à hauteur de 80% aussi, les jeux qu'on dit donc plutôt de motricité et de construction aussi. Alors nous, on a vu selon les crèches, la construction, effectivement, c'était à hauteur de 80% dans certaines crèches et parfois dans d'autres crèches à hauteur de 55%. On verra après pourquoi, ce qui peut jouer là-dedans. L'idée aussi, c'est de proposer des activités compensatoires, si les professionnels sont d'accord. Voilà, avec l'idée de non-mixité un temps, vraiment être vu comme un outil pour permettre aux petites filles de s'approprier certains jeux, d'être plus à l'aise, et inversement avec les petits garçons, des jeux plutôt dits d'imitation qui favorisent du coup le psycho-affectif. On verra vous savez, les différentes compétences que développent les jouets pour les enfants. Et aussi de faire en sorte que finalement les petites filles jouent plus, parce qu'on se rend compte quand même que les petites filles sont plus passives, déjà très jeunes. Les jouets sont vraiment accaparés par les petits garçons et ils ont tendance à jouer beaucoup plus entre eux.
Donc les garçons ont tendance à jouer beaucoup plus entre eux que les filles. Les filles jouent entre elles à hauteur de 20% seulement. Et les enfants qui jouent seuls sont majoritairement aussi des garçons. Un autre atelier, c'est la communication avec les enfants. Donc dans les observations qu'on a pu faire, on regarde tout le temps qui est complimenté, qui est félicité, qui est encouragé. Voilà. Alors là, les résultats que je vous donne, c'est autour des 4 crèches, des 4 premières crèches qui ont suivi le programme. C'est une moyenne. Et 80% donc des filles sont complimentées et 75% des encouragements et félicitations sont en faveur des petits garçons. Avec généralement, vous savez, complimenté, donc ça va être vraiment sur l'apparence physique et les petits garçons sur la motricité, le fait de courir, d'être fort, etc. Et ça, on le voit déjà dès les temps de change auprès des bébés. Voilà, mais bon, il y a des choses qui sont mises en place qui permettent un peu de faire avancer tout ça. Ce qui jouait aussi, c'est que les professionnels s'adressent beaucoup plus aux petits garçons qu'aux petites filles, enfin beaucoup plus à hauteur de 55%. C'est aussi parce que les petits garçons les sollicitent davantage. Et d'ailleurs, donc elles ont tendance à leur répondre plus. Voilà. Au niveau des pleurs aussi, hein, on se rend compte que petites filles et petits garçons finalement pleurent autant l'un que l'autre. Mais par contre, la réaction aux pleurs est différente s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Avec cette idée que, ben oui, il y a peut-être un caprice si c'est une petite fille. Voilà, tout ça c'est dans l'inconscient, bien sûr. On est vraiment pas dans le jugement au niveau des professionnels. Nous-mêmes, avec Sophie Collard, quand on sort des observations, des fois on se dit, tiens, ça a été aujourd'hui. Vraiment, au niveau des jouets, des interactions avec les professionnels, ça nous semble égalitaire. Et pourtant, quand on rentre au bureau et qu'on saisit toutes les données, on se dit, ah, bah, pas tant que ça finalement. Donc c'est vrai que c'est vraiment difficile de se rendre compte de tout cet inconscient qu'on transmet aux enfants. Un autre atelier, c'est... Pardon ? Ouais, d'accord. Ça va. Un autre atelier, c'est l'aménagement de l'espace, avec l'idée donc de décloisonner et mélanger les espaces de jeu. Il y a notamment eu la création dans une crèche d'un centre-ville, où là, effectivement, tous les espaces sont mis l'un à côté de l'autre. On ne se retrouve pas dans un coin avec, pour dire, les dinettes et l'autre coin, le garage. On prend plutôt le supermarché. On change les noms d'ailleurs, on parle de supermarché plus que de jouets à la marchande. Et l'idée, c'est aussi qu'il y ait des photos d'enfants de chaque sexe autour de ces jouets-là pour dire qu'ils se sentent vraiment représentés et à même d'investir ces jeux. Voilà, une autre chose aussi, c'est de mettre en place des temps à thème, un seul thème. Comme je disais tout à l'heure, dans une crèche, les jeux de construction sont bien répartis au niveau filles-garçons, enfin plus que dans d'autres, et on s'est rendu compte que c'est parce que ce jeu de construction était proposé seul. Donc à partir du moment où il y a un seul jeu proposé, voilà, c'est aussi une alternative pour faire en sorte que les enfants puissent jouer plus facilement à tout type de jeu. Et un autre atelier, donc la littérature jeunesse, donc avec effectivement l'identification des enfants aux héros et héroïnes. On sait qu'il y a 10 fois plus de héros que d'héroïnes aujourd'hui, et que dans les albums, et que les affiches des crèches notamment sont souvent issues des livres des albums de jeunesse qu'ils reçoivent. Donc avec plus de héros dans les couloirs. Voilà, l'idée c'est aussi d'apprendre, de montrer aux professionnels comment elles peuvent contrecarrer ces stéréotypes qui sont présents dans les albums de jeunesse, et pas forcément de jeter parce que c'est inégalitaire, parce que voilà, on sait très bien que les albums ont aussi d'autres fonctions, et certains peuvent parler de handicap, de divorce, etc., des thématiques très importantes. Et donc l'idée c'est aussi de s'en saisir et de savoir comment contrecarrer les stéréotypes de sexe à ce moment-là. Et nous aussi, on leur offre des albums de jeunesse non stéréotypés. Enfin, un des derniers ateliers, c'est la communication avec les parents. Voilà, je ne vais pas vous redire pourquoi je l'ai énoncé tout à l'heure. Il y a des analyses de pratique et la remise de fiches pédagogiques que j'ai ici, qui ont été co-réalisées avec 2 crèches pilotes sur Toulouse. Co-réalisées parce que de toute façon, l'ensemble du programme, il se fait vraiment dans la co-construction
Ou si vous voulez, nous, en tant qu'association Artémésia, on peut être spécialisé sur l'égalité filles-garçons, mais effectivement, et sur l'égalité femmes-hommes. Effectivement, les professionnels jeunes enfants, elles le sont au niveau de la pédagogie. Et donc l'idée, c'est vraiment de co-construire ensemble. Voilà, donc il y a eu 6 crèches. Pour l'instant, il y a eu 6 crèches qui ont pu bénéficier de ce programme. C'est toujours très difficile au niveau de l'obtention de financement. Il y a donc certaines municipalités et gestionnaires de crèches qui ont pu nous permettre de mettre en place ce programme qui a été développé aussi bien en centre-ville qu'en quartier prioritaire de la ville et en zone rurale. Donc c'est pour ça les chiffres que je vous donnais, c'est une moyenne et on ne se rend pas forcément compte qu'il y ait des grandes différences entre la zone géographique voilà, et les interactions. Il y a un reportage audiovisuel de toute façon qui permet de voir ce que les professionnels ont pu penser de ce programme-là, qui leur donne la parole et qui montre aussi que ça permet de fédérer une équipe au final, que ça va au-delà de l'égalité. Je pense qu'on va terminer. On va terminer. Voilà, juste rapidement, il commence à avoir maintenant une couverture médiatique plus ou moins importante avec France Bleu aujourd'hui, France Culture et des magazines. Ce que je disais, ce qui est difficile encore, c'est vraiment au niveau du financement parce qu'on n'arrive pas vraiment à pérenniser. Et donc, si vous avez des conseils, on les prend avec plaisir. Et pourtant, de ce programme est né un programme qui s'appelle Égalité, filles et garçons sur le chemin de l'égalité, où on forme les CAP petite enfance en Midi-Pyrénées et aussi service aux personnes. Et enfin, on en parlera peut-être dans les questions ouvertes, un programme Égale École, voilà, pour former aussi, mais en pré-élémentaire. Merci beaucoup, parce que votre intervention est très intéressante, mais je pense que le chemin va être très long. Parce qu'il y a un engagement des pouvoirs publics, il y a un engagement aussi des collectivités et une prise de conscience de ces stéréotypes. Et tout repose, mais on l'a dit tout à l'heure, sur l'éducation. Mais effectivement, vous apportez une réponse par rapport à une crèche, mais cette formation, cette prise de conscience, elle devrait être prise par les parents. Voilà, donc aujourd'hui, il faut que ça soit aussi une volonté peut-être nationale, politique, pour inculquer cette méthode, cette vision, puisqu'on fait des différences malgré nous, et même par rapport au personnel aujourd'hui dans des collectivités ou dans des crèches, c'est une formation presque indispensable si on veut aller vers l'égalité femmes-hommes. Voilà, donc ça m'interpelle quand même beaucoup. Mais juste là-dessus, si je peux me permettre, justement, en fait, l'idée aussi, c'est de donner les outils aux professionnels pour qu'elles travaillent avec les parents sur ces questions-là vraiment au quotidien. C'est d'ailleurs une de leurs demandes. D'accord. J'ai une question, juste une question sur. On sait que les collectivités territoriales au niveau d'un département ont aussi des réseaux d'assistantes maternelles. Est-ce que vous avez des actions aussi envers les assistantes maternelles dans le cadre des rames, sans prolonger trop votre intervention parce qu'il y a encore deux. Des rames, oui. Il faut trouver un département qui soit. Merci. Donc, je pense que je vais donner la parole à Madame Françoise Vouillot, voilà, qui est présidente de la commission lutte contre les stéréotypes sexistes et la répartition des rôles sociaux du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci à vous. Oui, merci. D'abord, je vous remercie de m'avoir conviée à cette rencontre. Je ne sais pas si je vais bien cadrer, bien répondre à la demande qui m'a été faite, parce que je l'ai trouvée un petit peu polyforme. Mais bon, je vais vous parler de l'orientation, parce que c'est ça ma spécialité. Je suis plus là en tant que chercheuse spécialisée sur ces questions qu'en tant que présidente de la commission de lutte contre les stéréotypes, bien que les deux soient parfaitement liés.
Donc de rappeler que l'orientation est totalement concernée par le genre défini comme système de normes hiérarchisant de masculinité, féminité, et par les stéréotypes de sexe, et par les rôles de sexe, parce que finalement, en se choisissant une orientation, on se choisit une place et un rôle dans la société. En fait, l'orientation, elle est le révélateur du genre, comme elle est le révélateur de toutes les inégalités sociales de la société qui traversent l'école. C'est à travers l'orientation qu'on s'aperçoit de l'ampleur et du poids encore de ces inégalités. Donc l'orientation, elle est bien le révélateur du genre et des positions asymétriques des femmes et des hommes dans la société. Je dis qu'elle est à la fois le produit et l'instrument du genre, mais je le redirai un petit peu plus loin. Et c'est peu dire que les études sur le genre, les recherches sur le genre sont utiles à décrypter cette situation de ségrégation sexuée des choix d'orientation dès l'école, et donc de ségrégation sexuée des métiers. Comme je le dis aussi depuis longtemps, l'orientation est une anticipation du monde du travail. Si le travail n'avait pas été sexué et hiérarchisé, l'orientation ne le serait pas. C'est par anticipation. Mais le faisant, elle pérennise, bien évidemment, en retour, cette ségrégation socio-sexuée du travail. Donc le genre, oui, est un concept utile pour l'action, comme on dit, est un concept utile pour décrypter et analyser le réel et proposer des pistes d'intervention. Est-ce utile de rappeler les grandes tendances de cette division sexuée de l'orientation dès le premier palier d'orientation, fin de classe de 3e? Vous avez 42% des garçons qui vont plus ou moins de leur plein gré en lycée professionnel pour 30% des filles. Il y a déjà 12% d'écart sur cette orientation qui doit nous interpeller. Qu'au sein du lycée professionnel, je vais dire de manière familière, il n'y a pas photo, et ça, la DARES le montre bien, et les statistiques de l'éducation nationale aussi, ça ne bouge quasiment pas. Les garçons sont surtout et essentiellement dans les spécialités de production, et les filles dans les spécialités dites de service. Donc, tout ça sont des chiffres très connus. Au lycée général et technologique, donc les filles arrivent un peu plus nombreuses en lycée général et technologique que les garçons qui sont les plus nombreux en lycée professionnel. Et au sein des séries générales, à part peut-être la filière économique et sociale, on n'a pas vraiment de mixité équilibrée. Les garçons sont encore surreprésentés dans la filière scientifique parce que les filles sont 46% de la filière S. Mais ça, c'est un trompe-l'œil. Parce que les filles représentent 56% des élèves de l'ensemble des séries générales. Donc, s'il n'y avait pas de lien entre le sexe d'assignation à l'état civil et la présence dans telle ou telle filière, on devrait avoir 56% des élèves qui sont des filles dans toutes les séries générales, L, ES et S. Donc, je dis que c'est un trompe-l'œil parce que les gens, avec ce 46%, ils se disent « Oh, bah, c'est bon, quoi, 50-50, on y est. » Ben non, il y a 10 points encore, il y a 10 points de différentiel. De dire aussi que si 80% des élèves de la filière L, de la série, si vous préférez, L, sont des filles, ce n'est pas du tout parce que les filles choisissent préférentiellement cette série, qu'elles choisissent même qu'en 3e position, après S, c'est S où elles vont d'abord, puis ES et S. Donc, si 80% des élèves de L sont des filles, c'est parce que les garçons n'y mettent pas les pieds. Et ça, c'est une autre perspective qui s'ouvre pour faire bouger un petit peu les statistiques. Très souvent, on peut le démontrer que l'écrasante majorité d'une des deux catégories de sexe dans une filière, puis après dans un métier, n'est pas forcément due à l'investissement massif de cette catégorie de sexe sur cette filière, mais à la désertion de l'autre. Je laisse comme ça un peu en suspens, puis on y reviendra peut-être si ça amène des questions. Donc, vous le savez bien évidemment, le CEREC l'a montré déjà depuis quelques années et ça reste persistant. 60% environ de la ségrégation sexuée du monde du travail en termes de domaine professionnel, de métier et de fonction est fabriquée en amont à 60% par les différentes orientations. Ça laisse quand même 40% de responsabilité au monde du travail sur cette ségrégation sexuée, ne l'oublions pas. Cette non-mixité de l'orientation et donc du travail, de rappeler, mais c'est banal pour vous, qu'elle est accompagnée de toute une série d'inégalités professionnelles qui touchent les femmes sur le marché du travail. Parce qu'elles sont dans des secteurs, par leur formation, elles vont arriver sur des secteurs moins considérés, moins rémunérés, dont beaucoup sont beaucoup plus exposés que les secteurs où les hommes sont majoritaires à, par exemple, un temps partiel contraint, donc avec des salaires partiels.
des horaires atypiques, et ça on l'oublie trop souvent aussi, quand on nous donne comme argument de la non-orientation des filles vers certains métiers, c'est parce que ces métiers présenteraient des horaires atypiques. Or, il n'y a pas plus horaires atypiques que les emplois de service, par exemple, à la personne, où on ne trouve quasiment pas d'hommes. De même que la question de la force physique, où il faut en finir avec ces faux arguments de la force physique. Parce que, et Dieu merci, un certain nombre de progrès technologiques ont amélioré l'ergonomie d'un certain nombre de métiers où les hommes sont majoritaires. Comme ça, ils se cassent un petit peu moins le dos, eux aussi. Et puis, c'est oublier aussi qu'un certain nombre de métiers très majoritairement exercés par les femmes supposent un engagement physique, une résistance et une force physique non négligeables, qui sont, encore une fois, les emplois de service à la personne, les métiers d'infirmière et d'infirmier, d'aide-soignant, etc. Hôtesse de caisse, oui, où les tendinites sont nombreuses, les TMS musculo-squelettiques sont nombreuses à force de passer. Il paraît que les hôtesses ou les hôtes, passent à peu près 1 tonne de marchandises à la fin d'une journée de travail. Je crois que c'est 1 tonne. On va pas se bagarrer. À ce point-là, non. Je travaille avec les ergonomes sur ces questions. Moi, j'ai toujours... Enfin bref, donc voilà, il y a des mythes comme ça sur lesquels il faut vraiment agir, parce qu'en plus, on a les éléments, justement, les recherches. Et l'introduction, par exemple, du concept de genre dans les recherches en ergonomie, parce que je travaille aussi avec des ergonomes, on fait progresser énormément de choses sur comment, par exemple, le corps est engagé au travail et de quoi souffrent les hommes et les femmes au travail. Je n'irai peut-être pas plus loin sur le descriptif là, des statistiques, des chiffres. La question est plutôt importante, c'est de savoir pourquoi c'est comme ça. Alors, souvent, je réponds à mes propres questions par une boutade, c'est en disant parce qu'on fait tout pour que ce soit comme ça. On a tout fait, on fait tout pour ça. Ça a été rappelé par mes collègues et notamment Madame Meurant que des études de l'INED montrent que dès le 5e mois de grossesse à l'échographie qui va donner la probabilité du sexe biologique de l'enfant à naître, tout se met en marche pour attendre une fille ou un garçon. Voilà. Donc c'est depuis un petit peu avant la naissance et tout au cours de tous les processus de socialisation. Donc encore une fois, l'orientation, elle est le produit et le reflet de cette socialisation différenciée et différentielle entre les garçons et les filles. Mais je vais me recentrer, je me centre sur la question de l'orientation. Il ne faut pas oublier, il faut rappeler toujours que l'orientation, c'est à la fois un objet politique, depuis le départ. Ce qu'on a appelé le mouvement de l'orientation, qui s'est créé en France, pays pionnier, mais de quelques autres pays européens, et évidemment les États-Unis, l'Amérique du Nord, dans les années 20, c'est-à-dire entre les 2 grandes guerres, s'est créé ce qu'on a appelé le mouvement de l'orientation, c'est créé en fait la professionnalisation de la question de l'orientation en formant des professionnels de l'orientation. Et il était question, comme disait Parsons à cette époque-là, en 1909, de mettre le bon homme, mais homme, ce n'était pas un générique, à la bonne place. Donc l'orientation est un sujet intrinsèquement politique, c'est-à-dire qui est à quelle place, à quel niveau dans la société. Et ça, les rôles des hommes et des femmes sont complètement concernés du coup par ça. D'ailleurs, enfin bon, j'ai pas le temps de dégronder là cette question de l'histoire de l'orientation des filles, mais ça a commencé par un déni d'orientation en 1880 avec la loi Camille-C. Un objet politique, c'est une pratique sociale aussi, et puis c'est une démarche personnelle, les conduites d'orientation. L'orientation est aussi un terme polysémique, dans la mesure où il désigne à la fois la répartition des individus dans les différents cursus et les différentes filières de formation, mais aussi l'orientation désigne les procédures d'accès à ces filières. Donc, la division sexuée de l'orientation, ou les freins, si vous voulez, à la mixité de l'orientation, ils se situent aux 4 niveaux interdépendants de l'orientation, une politique d'éducation qui désigne toujours une politique d'orientation, des procédures d'orientation qui sont là pour exécuter, entre guillemets, la politique d'orientation qui est en vigueur, des pratiques et des outils qui vont accompagner au projet d'orientation, et puis bien sûr, et non des moindres, les conduites d'orientation des élèves et des vœux de leur famille. Ces 4 niveaux sont interdépendants et tous participent à la division sexuelle d'orientation, sauf que pendant des années, on a énormément focalisé, alors avec un petit bout de la lorgnette, avec plein de bonne volonté, il faut l'avouer quand même, mais quand même un peu restreint, le champ de vision était un peu restreint, c'était
les conduites d'orientation, c'est-à-dire on ne questionne pas les politiques, on ne questionne pas les procédures, on ne questionne pas les pratiques et les outils d'orientation, on questionne simplement les conduites d'orientation des filles vers les filières scientifiques et techniques. Rappelez-vous, première convention 1984, 1989, c'est exactement de ça dont il s'agit. En 2000, la convention de 2000 va ouvrir un petit peu le champ et s'occuper un petit peu des garçons. Et puis, bon, 2006, c'est une répétition de 2000, et 2012, on en est à la 5e convention, qui parle aussi d'orientation, c'est dire que les 4 premières n'ont peut-être pas été totalement efficaces. Donc un petit bout de la lorgnette qui est de voir que la question des filles vers les sciences et techniques. Les recherches sur le genre, justement, ont permis d'introduire la question des garçons, comme je l'illustrais tout à l'heure avec les statistiques, c'est-à-dire que la division sexuelle, l'orientation et du travail, elle est autant le fait des conduites d'orientation des garçons que des filles. Les recherches que nous avons menées, mais dans d'autres laboratoires, attestent même que les garçons, et ce n'est pas une surprise, sont encore plus résistants que les filles à s'envisager dans des filières de formation puis des métiers majoritairement exercés par les femmes, parce qu'ils encourent ce que j'ai appelé une double disqualification, une disqualification sociale et économique, c'est-à-dire aller vers des filières et des métiers moins bien considérés socialement et moins rémunérés, mais à 15-16 ans, ce n'est pas tant ça qu'ils ont en tête. C'est l'autre disqualification qui est importante, que j'ai appelée la disqualification identitaire, c'est-à-dire ne plus être vu et ne plus se sentir un vrai garçon normal masculin en voulant faire ce que font les filles. Et avec la balance différentielle des sexes, un concept de Françoise Héritier qui est bien utile lui aussi, eh bien oui, quand un garçon veut faire un truc de fille, il se dégrade, au sens de la valence, hein, de la valeur. Donc, excusez-moi, je me suis un petit peu perdue moi-même là. Je disais que l'orientation, donc c'était 4 niveaux interdépendants. On a surtout focalisé sur le niveau conduite d'orientation et que les filles. Donc les recherches sur le genre nous ont permis de mettre en lumière que ça concerne aussi et autant et largement autant et peut-être parfois de manière plus résistante les garçons que les filles, ce qui ne veut pas dire qu'il faut plus s'intéresser aux filles, mais il faut s'intéresser aux deux en même temps. Et puis ce qu'on a montré dans notamment le rapport que j'avais piloté pour la ex-ALD sur 25 ans de littérature sur la question des discriminations, sexe et orientation, eh ben, c'est l'oubli total de questionner les politiques d'orientation, l'oubli total de questionner les procédures et puis de questionner les pratiques et les outils. Alors là, on perd un temps infini parce que tant qu'on ne mettra pas la lumière sur comment, de manière systémique, ces 3 autres niveaux servent le genre, quoi, pour dire, alimentent les stéréotypes de sexe et alimentent donc la division sexuelle de l'orientation, on va continuer à... Non. Oui, pardon. Vous couper, mais il y a aussi les besoins. Par exemple, aujourd'hui, on a des métiers, on a des entreprises, oui. On a... voilà, oui. Écoutez, je vous laisse continuer. Mais juste quand même, j'insiste un tout petit peu sur ces points un peu aveugles. En France, par exemple, moi, j'ai mené avec un collègue une recherche sur le rôle des procédures d'orientation, sur la probabilité d'accès à la première scientifique selon qu'on est un garçon ou une fille, toutes choses étant égales par ailleurs dans les résultats scolaires. Il y avait eu une recherche qui avait été faite en 89, rien depuis. Nous avons répliqué cette recherche en 2014, 2015, pour savoir si on en était toujours pareil. Je peux vous dire que quand on a 10 de moyenne en sciences, les matières scientifiques, il y a 14 points d'écart de probabilité de demander la première S à la fin de la classe de seconde. Les conseils de classe ne corrigent pas cet écart. C'est toute chose étant égale par ailleurs. Donc moi, j'attends beaucoup quand même, parce que j'ai l'impression de prêcher un peu dans le désert quand je parle de ces recherches-là. Ça n'a pas l'air d'émouvoir qui que ce soit. C'est grave quand même, non ? Enfin, il me semble. Donc voilà ce qu'amènent les recherches avec le concept de genre. Hein. Quant aux pratiques, alors là, on n'a rien là-dessus. Alors, pour répondre, enfin, alimenter un petit peu la remarque que vous avez faite, on constate en ce moment qu'un certain nombre d'entreprises, via différents dispositifs, s'engagent sur la question de la mixité des métiers. Je ne vais pas détailler tous les dispositifs qui permettent à ces entreprises de se positionner là-dessus. Il semblerait que les entreprises peuvent avoir un intérêt à développer la mixité des métiers. Alors déjà, moi, je fais toujours aussi cette précision.
Ne perdons pas de vue que ce que nous avons dans le viseur, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas la mixité. La mixité, elle sera un outil pour parvenir à de l'égalité, mais en elle-même, elle n'est pas le but en soi, parce qu'elle n'assure pas l'égalité en soi, la mixité. Les entreprises peuvent avoir un intérêt. Vous l'avez d'ailleurs un petit peu tendu, vous m'avez un petit peu tendu la perche en disant il y a des secteurs professionnels, il y a des domaines professionnels, des métiers en tension dans lesquels on va peut-être avoir besoin de recruter soit des femmes, soit des hommes. On est bien d'accord. Donc, ça peut remuer les entreprises. D'ailleurs, ça les anime. Et puis, se disant aussi que finalement, en élargissant leur recrutement, en sortant des sentiers battus, des métiers sextypés, hommes ou femmes, eh bien, on augmente la probabilité de recruter les meilleures personnes pour les postes ou les fonctions qu'on souhaite leur proposer. Ce qui est un raisonnement plutôt logique. Sauf à ne pas tomber dans l'heure de la complémentarité. Voilà. Quand on est en amont à l'école, le fait que l'orientation soit extrêmement sexuée n'empêche pas l'école de fonctionner. On peut faire une petite nuance peut-être avec les lycées professionnels, dont certains établissements, pour pouvoir garder quelques sections ouvertes, peuvent avoir un intérêt à diversifier leur vivier de recrutement, c'est-à-dire d'aller chercher des filles, quand on est à lycée pro, du bâtiment, la mécanique, etc., et peut-être d'aller chercher des garçons, mais ça, pour l'instant, on n'en est pas encore tout à fait là. Mais hormis le cursus lycée professionnel, qui mène très directement, comme vous le savez, à des professions via les CAP ou les bacs pro, tout le reste ne subit pas de conséquences de la non-mixité. Il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, il va être intrinsèque, c'est-à-dire c'est un enjeu démocratique. Va falloir se doter de cet enjeu-là pour dire à l'école, on doit pouvoir être capable de produire cette mixité qui sera forcément indispensable pour produire de l'égalité. Et donc là, ce n'est pas tout à fait symétrique entre le niveau école et le niveau entreprise. Comment mobiliser l'école à cette question-là qui, en gros, rapporte rien? Je caricature et je vais directement... excusez-moi si ça vous paraît un petit peu radical ou lapidaire. Donc, ça, c'est un des obstacles. Donc, je travaille beaucoup sur cette question de l'absence de demande sociale qui ne précipite pas les politiques à être plus audacieux, plus interventionnistes, plus exigeants. On peut s'interroger sur pourquoi 30 ans de politique publique sur cette question n'a pas produit les effets escomptés. Eh bien, alors, il y a deux raisons, selon moi, que j'ai déjà énoncées. C'est une naturalisation du social, c'est-à-dire une naturalisation des choix d'orientation des filles et des garçons. C'est-à-dire que quand on prend l'effet classe sociale sur l'orientation, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une inégalité sociale, que c'est regrettable, que ceci, que cela. Alors certains trouvent ça plus ou moins normal quand même, chacun a sa place. Mais enfin bon, on est bien d'accord que ce n'est pas la nature qui a produit ça en soi. Mais quand vous êtes sur la question de l'orientation des filles et des garçons, d'abord on ne va plus parler que de différences d'orientation, et pour la plupart encore des gens, y compris du corps enseignant, d'où l'exigence. Il faut vraiment exiger, mais fortement, cette formation des acteurs et des actrices du système éducatif. Il y a une naturalisation de ces différentes orientations. On vous dit, mais oui, mais enfin, les garçons et les filles sont différents, ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont peut-être pas les mêmes aptitudes. On ne voit pas pourquoi on les forcerait à... Et puis, au fond, c'est peut-être complémentaire. Enfin, donc, d'accord, ça ne doit pas créer des inégalités, mais chacun, chaque sexe a sa propre destinée. Donc, cette demande d'absence sociale, elle repose sur cette question de la naturalisation des choix d'orientation. Et puis, elle repose sur aussi le fait que dans l'orientation, on a mis le sujet au centre de sa trajectoire en le rendant autonome et responsable, capable d'émettre des choix réalistes. Donc, à responsabiliser le sujet dans ses choix d'orientation, là aussi, on met à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui contribuent à ce que ce sujet, fille ou garçon, va se choisir une trajectoire d'orientation en tant que fille ou en tant que garçon. Moi, il y a quelque chose qui, je vais le dire doucement, qui m'agace un petit peu, c'est ce que j'appelle les injonctions paradoxales des adultes.
C'est-à-dire que les adultes, en tant que parents, enseignants, etc., ne font que propager le genre, c'est-à-dire ma fille soit une fille féminine, mon garçon soit quand même un garçon un peu, au moins un peu masculin, si ce n'est viril. Dans certains milieux, on a quand même encore le culte de la virilité. Et puis à l'adolescence, où il y a, là donc c'est en tant que chercheuse en psychologie de l'orientation que je vais parler, à l'adolescence qui est quand même une période un petit peu de remue-ménage, tout azimut, où la question de l'orientation va leur tomber dessus alors qu'ils ont bien d'autres chats à fouetter. Et notamment, les garçons et les filles ont envie de savoir si les filles regardent les garçons et les garçons, si les filles sont regardées par les garçons et réciproquement. Donc là, on a une norme qui est au centre aussi du genre, qui est la norme d'hétérosexualité. Un garçon masculin est forcément hétérosexuel, une fille féminine forcément hétérosexuelle. Ces garçons et ces filles ont ça comme enjeu, au moment où il y a eu la puberté, etc. Eh bien, les premiers choix d'orientation, y compris pour ceux qui vont aller en lycée professionnel. Donc je défends l'idée que les choix d'orientation sont instrumentalisés pour défendre et manifester et prouver à soi-même et aux autres une identité sexuée conforme. Donc les adultes qui ont tout fait pour éduquer ces gosses dans les normes de masculinité et féminité, et qui tout d'un coup, à l'adolescence, à 15-16 ans, leur disent « oubliez tout, en gros, ben, les métiers n'ont pas de sexe, quoi. » Et puis on s'étonne que ça ne marche pas. C'est le paradoxe. Oui, Il il y a ces injonctions paradoxales. Les métiers n'ont pas de sexe, libérez-vous des stéréotypes de sexe, mais restez bien des filles féminines et garçons masculins. Alors là, je ne vois pas comment on s'en sort avec ça. Merci, parce que je crois qu'il y a une Madame Guéguen, mais c'est vrai que c'est très intéressant, on pourrait rester des heures. J'avais juste une seconde sur les étudiants, ça va tenir en 30 secondes à peine. Si on veut que les études de genre servent à quelque chose dans le changement du social, du réel et du social, il faut permettre, je vais dire une banalité, leur diffusion. Mais je vais aller au-delà. Tant que la pression sur les enseignants et les enseignantes-chercheuses, dont je fais partie, est de produire des recherches qui seront publiées dans des revues qualifiantes, un comité de lecture, etc., qui ne sont lus que par des chercheurs et des chercheuses qui travaillent à peu près sur votre sujet. C'est-à-dire, en gros, on tourne en rond. Eh bien, ces recherches, je ne veux pas dire qu'elles ne servent à rien, mais là aussi, il faut libérer les enseignants et les enseignantes-chercheuses de cette pression-là. Moi, je suis en fin de carrière, mais j'ai vécu ça, c'est-à-dire, tu publies dans des endroits qui ne sont pas louables. C'est 0 dans ton CV de chercheuse. Ça porte même préjudice à l'équipe d'avoir ce genre de publication. Il y a l'information au public, l'information Voilà, aux citoyens, qui est la vulgarisation des... Tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas quel est votre rayon d'action là-dessus, mais si on pouvait valoriser la vulgarisation dans les productions des chercheurs et des chercheuses en sciences humaines et sociales. Je pense qu'il faut vulgariser, bien évidemment, et puis informer. Et on voit bien, là encore, le rôle de l'éducation des parents, puisque on reproduit l'éducation que nous avons eue auparavant, et ainsi de suite. Donc, je crois que si on veut s'en sortir, il faut informer, communiquer, et ça passe par l'école, ça passe par la petite enfance, mais ça passe aussi par le rôle de parent. Et c'est un vrai sujet. Merci à vous. Donc, je vais donner la parole à Madame Isabelle Guéguen, qui est... alors, j'avais pas votre fiche, qui est fondatrice de Perfégal, donc cabinet coopératif au service de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises et les territoires. Un vrai sujet. Donc, merci de m'avoir invitée. Alors, ça tombe bien en termes de passage, parce que c'est vrai qu'au niveau de Perfégal, en fait, et notamment aussi dans notre parcours, à Françoise Lerest et moi, donc mon associé, notre idée était vraiment, quand on a créé Perfégal il y a 10 ans, donc on était l'un des premiers cabinets à travailler vraiment sur la question de l'égalité professionnelle et particulièrement aussi de la question de l'intégration de l'égalité dans les politiques publiques, notamment les politiques publiques locales. Moi, en 2004, j'ai fait un DEA sur genre et politique publique locale. Je peux vous dire qu'à l'époque, j'aurais été contente que le Centre Hubertine Auclair soit présent, que le travail qui a été fait par la Charte européenne, etc., de la vie locale, soit là, parce que j'avais quelques travaux de Françoise Gaspard, voilà, juste pour m'éclairer, quoi.
je considère vraiment qu'on est dans la vulgarisation, en fait, dans nos travaux, de ce qu'est le genre. Hein, que ce soit quand on accompagne les entreprises sur l'égalité professionnelle, mais aussi quand on est sur l'accompagnement des élus ou des agents, des chargés de mission, des directeurs, sur l'approche intégrée de l'égalité dans les politiques publiques. Donc, je crois qu'on a proposé qu'on intervienne particulièrement parce que vous étiez sur les politiques d'éducation et que nous avons, pour la ville de Lyon, conduit une étude un peu d'évaluation sur le travail qu'ils ont fait sur la rénovation des cours d'école, voulant intégrer l'égalité filles-garçons. Alors, je vais vous en parler un petit peu de cette étude, mais on peut plus globalement aussi parler de concrètement, peut-être vous donner des exemples sur concrètement comment ces études sur le genre, on peut les utiliser ou les vulgariser pour arriver à agir. Parce que c'est vrai que les constats ne sont pas toujours très optimistes, mais bon, moi je pense quand même que ça bouge à partir du moment où les gens ont pris conscience, ne serait-ce que la première des choses, c'est de compter. Voilà, et la première fois, et compter, ça aide, ce que vous disiez par exemple sur les observations des adultes avec les enfants. Hier j'étais en Ille-et-Vilaine avec HF Bretagne qui disait, il suffit de compter, et quand on compte, en Bretagne on ne fait pas mieux qu'ailleurs, même sur l'égalité. Voilà, donc, et c'est vrai que nous, c'est le premier enseignement, première information, premier argument qu'on essaye de faire valoir auprès, que ce soit des élus ou des directeurs, en s'appuyant plus d'ailleurs sur des études de cas dans leur champ, qui vont sur leur politique, mais qui viennent bien sûr, qui sont venus s'alimenter des études de genre plus globales, quoi. Mais c'est là où on est dans la vulgarisation. Alors, pour revenir juste sur l'étude sur les écoles de Lyon, donc pour l'histoire, donc c'est la ville de Lyon travaillait avec une association qui s'appelait Robin des Villes sur un travail à la fois d'associer les enfants avec aussi des résidences d'artistes pour imaginer la cour et travailler avec les enfants sur l'espace, l'architecture, etc. Et c'est dans le cadre de ce travail qu'un jour Thérèse Rabatel, donc, qui est toujours d'ailleurs adjointe sur ces questions, a entendu Robin des Villes dire que les petites filles, ramenaient toujours un peu la question de que la cour, quand même, le foot, etc., ça les gênait. Voilà. Donc du coup, quand nous, au Père Végal, on s'est retrouvés à accompagner la ville de Lyon dans l'élaboration de son plan d'action sur l'égalité femmes-hommes et filles-garçons dans les politiques publiques, elle a souhaité donc proposer, une des actions, c'était intégrer l'égalité filles-garçons dans la rénovation, dans les projets de rénovation des cours d'école. Et figurez-vous que c'est quand même une des seules actions qu'a retenu la presse quand le plan d'action a été présenté au conseil municipal. C'était bien avant la question du mariage pour tous. Mais on sentait déjà, c'était à Lyon, hein, donc on sentait déjà aussi cette résistance très forte. Mais qu'est-ce qu'on va faire à nos enfants dans l'école voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, du coup, c'est que Robin des Villes a continué à faire ce travail qu'il faisait avec les enseignants, mais en intégrant un petit peu plus cette dimension. Voilà. Et nous, on nous a demandé, et donc moi, j'ai travaillé là-dessus avec Jean Réville et puis Nadia Hamadache, qui travaille aussi beaucoup avec la ville de Lyon. Et on a proposé, en fait, une méthode d'évaluation basée sur l'observation de 4 écoles qui ont été rénovées en prenant soi-disant en compte cette dimension, et puis une école qui ne l'avait pas pris en compte, qui n'était pas en cours encore rénovée. Et on a fait une observation des cours d'école, assez rapide quand même, des temps de récréation. On a regardé les arrivées des enfants, le temps du périscolaire. On a interviewé ce qu'à Lyon on appelle les ATSEM, donc ce sont tout le personnel municipal qui gère les enfants. Alors à Lyon, en plus, ils s'occupent à la fois
de la maintenance, du ménage, etc., jusque la mise en place de la cantine, la surveillance de la cantine, la surveillance de la cour. Hein. Donc on a des gens qui suivent l'enfant tout le long de la journée. On a eu des entretiens avec les enseignants, voilà, et avec quelques parents. Alors, quelques enseignements sur ce qui a été, ce qu'on a pu observer. C'est que, alors, on avait interrogé la ville de Lyon en disant, c'est quoi votre questionnement exactement? C'est la mixité ou c'est l'égalité? Parce que, voilà, l'égalité, c'est pas forcément l'égalité dans la cour d'école, c'est peut-être déjà le partage de l'espace. On aimerait peut-être tous, en effet, que les filles et les garçons jouent ensemble, etc., etc. Mais est-ce que c'est ça l'égalité? Ou est-ce que c'est finalement au moins un égal accès à l'espace, un égal partage à l'espace? Et donc, il y a eu... voilà. Alors, c'est vrai que ce qu'on a observé, c'est que ce qui favorise l'égal partage, ou en tout cas un meilleur partage de la cour, c'est plutôt la diversité des équipements et des jeux que les jeux eux-mêmes. Hein, voilà, alors, parce qu'en fait, les enfants vont vite. Par exemple, vous mettez une cabane. Bon, les filles vont éventuellement s'accaparer la cabane pendant une récréation pour jouer, voilà, je sais pas moi, aux trois petits cochons, tout ça. Mais les garçons sont capables aussi de se l'approprier pour faire un jeu plus, voilà, à la limite qu'on va estimer guerrier, etc. Mais voilà. Mais ils vont aussi se l'approprier des fois à deux. Hein, et notamment quand ils font des jeux de loups, parce que c'est quand même, à la limite, ce qui est le jeu le plus mixte dans les cours d'école, c'est les jeux de loups. Donc en fait, que les enfants croient tous avoir inventé, hein, donc je leur ai laissé croire. Hein. Donc finalement, c'est les filles attrapent les garçons ou garçons attrapent filles. Donc en fait, c'est en fait le jeu où ils le jouent le plus ensemble, hein, avec la balle aux prisonniers, avec les jeux de soleil, voilà. Hein, donc par contre, certains équipements, voilà, vont privilégier, vont permettre ce partage. Et en fait, ce qui pose le plus de problèmes, c'est quand même le ballon, l'introduction du ballon dans la cour. Puisque, en plus, pour des raisons de sécurité, on a des ballons mousse qui, quand c'est mouillé, etc., bah, il est plus facile, en effet, de jouer au pied qu'à la main. Et donc, du coup, vraiment, ce ballon, il vient d'autant plus non partager l'espace que souvent, il va accaparer tout un espace. Et quand, en plus, on a dessiné un terrain de foot avec des poteaux, voilà, et que c'est en plus au milieu de la cour, bah voilà, en effet, il n'y a plus de possibilité de traverser, il n'y a plus de possibilité, les filles sont mises dans les coins, etc. Et puis, donc, ça, c'est un constat. Deuxième constat, c'est que ça se passe plus ou moins bien en fonction de l'attitude des adultes. Voilà. Donc, ça veut dire aussi que la mixité et l'égalité dans la cour, ça passe par de la régulation. Et la régulation, bah, c'est l'adulte. Et donc, l'adulte, tantôt, ça va être l'enseignant quand c'est la récréation qui dépend du temps de l'école. Tantôt, ça va être les ATSEM ou les emplois d'avenir, etc., en fonction des lieux. Voilà, donc c'est vraiment l'importance quand même finalement du projet pédagogique et donc de l'intégration de cette dimension du genre, de l'égalité filles-garçons, etc., d'emblée dans le projet pédagogique. Voilà, parce qu'après, bon, on va avoir... alors après, je pense que ce n'est pas l'objet. On voit bien, par exemple, qu'il y a des choses, par exemple, les traçages au sol, les petits dénivelés, etc., qui sont sans doute des équipements qui ne sont pas très onéreux et qui vont finalement peut-être permettre aux enfants de développer une créativité en termes de jeu qui, du coup, va favoriser la mixité du partage, voire une certaine mixité. Voilà, donc... l'importance de la diversité des équipements, l'importance de la régulation par l'adulte, et puis voilà le fait que réfléchir à cette place du foot, hein, parce qu'en fait c'est la place du football dans la récréation.
Pourquoi réfléchir à cette place du football dans la récréation? C'est que non seulement on a vu que ça enlevait de l'espace aux filles, mais ça enlève un choix des possibles aux garçons. Parce que, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans les travaux qu'on a fait aussi, on a interviewé les petites filles et les petits garçons de manière séparée. Donc on a demandé, voilà, on a eu des classes et on a demandé. On voit bien quand même que quand on interroge les petits garçons, qu'il y a une identité de genre là qui fait qu'en plus à Lyon, en plus dans certains quartiers, forcément tu aimes le foot, quoi. Voilà. Et quand tu sens qu'il y a des petits garçons qui sont pas forcément aussi fans, ils sont un peu voilà. Et d'ailleurs vous l'observez après dans la cour avec limite ils vont aller plus ils vont être plus mis à l'écart, etc. Et puis, vous avez aussi, qu'est-ce qui se passe quand les filles demandent à jouer au football? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais là, il y a eu notamment des petits reportages, je crois que c'était avec Edith Margeau, qui montrait l'exclusion des filles, etc. Donc ça, c'était... Nous, on a pu en effet observer ça, sauf quand l'adulte intervient voilà, avec des règles. Par contre, là où c'était aussi intéressant, c'est quand on posait la question aux garçons, mais est-ce que le foot, c'est un sport de filles, quoi? Et il y a quand même un petit garçon qui a dit avant, moi, je croyais que non, et comme je l'ai vu à la télé, maintenant, je sais que c'est aussi un sport de filles. Donc, c'est pour dire quand même que oui, la question quand même aussi de la rendre visible, vulgariser, mais rendre visible, voilà, c'est quand même aussi important. Donc voilà un petit peu nous ce qu'on a pu ressortir de cette étude. Et du coup, on en revient à la question de la formation. Et je pense que vous l'avez abordé, la formation des enseignants, la formation des ATSEM sur ces questions. Parce qu'on avait des ATSEM, par exemple, qui avaient bénéficié d'une formation sur la gestion des conflits dans la pause méridienne. Et du coup, on sentait du personnel plus à l'écoute de tout ça, plus conscient des rôles de pouvoir, des rôles de domination qu'il pouvait y avoir dans la cour. Sachant que, voilà, ce que je voulais aussi dire, c'est que des fois, l'organisation de la cour, mais vous le disiez aussi, n'est pas forcément favorable toujours à un partage de l'espace, parce que les adultes ont aussi leur code de ce qu'est la sécurité et de ce qui est confortable pour eux. Et voilà, quand vous voyez les enfants sortir de la classe, vous ne voyez pas de filles et de garçons, vous voyez des enfants qui crient, qui courent et qui... vous voyez, il y a besoin d'abord d'évacuer de l'énergie. Après, il y a peut-être dans certaines équipes pédagogiques une tendance à laisser assez facilement les garçons se défouler voilà, avec le ballon, etc., pour aussi qu'ils soient plus calmes en classe. Voilà. Mais c'est après toute la question de qu'est-ce qu'on estime être un enfant calme, pas calme, voilà, dans une classe. Après, voilà. Mais voilà. Donc, du coup, l'intérêt de la formation est de s'interroger sur ses propres pratiques. Et c'est à ça que nous, en tous les cas, voilà, c'est à ça qu'on utilise les études de genre. Et que ce soit, bon, là, je vous ai donné un exemple d'école, mais c'est vrai quand on travaille avec... des services de travail sur la création d'entreprises ou la culture, ou voilà. Transversal. Enfin, voilà. Madame. Est-ce que je peux faire quelques réactions? Je vais revenir sur les questions de formation des enseignants, puisque c'est un secteur que je connais bien. Les enseignants doivent, à l'issue de leur formation, manifester une maîtrise de 19 compétences. Donc, si vous voulez, quand on parle de formation des enseignants, je ne pense pas qu'il faille entrer par qu'est-ce que, je vais être assez brutale, mais qu'est-ce que tel domaine de recherche apporte aux enseignants, mais plutôt pour construire telle compétence, à quel domaine de recherche ou à quel domaine d'information faut-il faire appel? Parce que je crois que l'entrée, elle est de ce côté-là. Elle est disons, du produit fini que doit être, ou en cours de finition, que doit être l'enseignant au sortir de ces 2 ans. C'est quand même extrêmement court. Ils ont
des emplois du temps qui sont plein comme un œuf. Hein, c'est extrêmement lourd la charge. Et chaque secteur disciplinaire, chaque secteur de recherche est en soi absolument passionnant. Mais eux, ils doivent construire quelque chose à partir de cela. Et si on prend les questions relatives à l'orientation, par exemple, c'est sûr que les études de genre sont vraiment très précieuses pour comprendre un certain nombre de mécanismes. Mais connaître le système éducatif l'est davantage. Si on pense que, par exemple, dans le bac L, je crois qu'il y a à peu près 50 combinaisons possibles. Si on compte le nombre de spécialités, le nombre d'options, etc. Je ne parle pas des options de langue. La plupart des enseignants, par exemple, ne connaissent pas du tout le secteur professionnel. Donc, ce n'est pas eux qui orientent directement, mais ils participent de l'orientation, voyez-vous. Donc, si on prend une entrée comme comment orienter les élèves, il ne faut pas se dire simplement qu'il peut y avoir une donnée qui va résoudre la question, même si je crois qu'effectivement les études de genre sont utiles à différents niveaux. Voilà. Je voulais faire cette remarque-là. Une deuxième remarque à propos de l'inégalité garçon-fille. Je suis vraiment très contente d'avoir entendu ce qui a été dit là sur le fait qu'il y a une orientation aussi négative des garçons. On est quand même dans une école qui privilégie la docilité. Dans les représentations qu'on a des comportements attendus de tel ou tel sexe, il y a l'idée que les filles doivent être dociles. Peut-être aussi il y a des facteurs hormonaux qui font que les garçons sont particulièrement turbulents. Ils ont besoin à un certain moment d'agir. Mais je pense que les garçons sont aussi défavorisés, non seulement pour les questions que vous avez évoquées, c'est-à-dire effectivement entrer dans un secteur dans lequel ce sont plutôt les filles qui sont habituellement hébergées, c'est dévalorisant pour eux, mais il y a aussi le fait que beaucoup de garçons ont un comportement qui ne correspond pas aux attentes scolaires, un comportement physique, social, qui ne correspond pas aux attentes scolaires. D'où l'importance aussi de la pensée, enfin de penser la récréation également dans toutes ces composantes. Mais je crois que les garçons sont un petit peu victimes des choses. Et le troisième point, peut-être pour reprendre quelque chose qui a été dit à propos des recherches et des publications de recherche, j'ai participé récemment à des évaluations pour le ministère de l'Éducation au Québec, et ils assurent la promotion d'un certain nombre de recherches, y compris des recherches-actions, etc. Et quelque chose qui est très important, qui n'est pas encore dit, qui n'est pas encouragé en France, mais j'espère que l'Institut Carnot, pour le programme prochain, va le mettre en place, qui est la diffusion de synthèses, y compris de synthèses grand public. Et c'est vrai que là, on peut avoir des programmes de recherche encouragés. Alors, ils sont plus courts, évidemment, qu'une recherche fondamentale. C'est sur un an. Mais la diffusion donc, de résultats de recherche à l'intention de publics ciblés, c'est-à-dire soit les publics de chercheurs, soit le grand public, est financée par le ministère de la Recherche, le ministère de l'Éducation et de la Recherche. Très rapidement, parce que l'heure tourne. Simplement pour vous dire que je ne pense pas que les hormones des garçons soient à ce point moteurs pour les garçons. Je pense que les garçons comme les filles ont besoin de se dépenser, mais je pense qu'ils sont aussi dans des schémas où on considère que le garçon il a plus d'agilité, plus de mobilité, plus actif, etc. Et ce qui fait que, comme vous, les filles sont plus dociles, mais je pense que c'est plus dû à l'éducation qu'aux hormones, en fait. Et puis, moi, c'était sur juste peut-être un mot qui va fâcher, mais où on en est dans les ABCD de l'égalité. Parce que c'était quand même un programme qui était extrêmement intéressant, qui a tourné court pour les raisons politiques que l'on sait, et qui c'est quand même fort dommageable. Et je voulais savoir s'il y avait quelque chose actuellement à nouveau pour maintenant que peut-être le vent du boulet est passé, on pourrait remettre. Vous savez. C'est extrêmement difficile de faire quoi que ce soit. Retirer un accent circonflexe vous provoque une révolution, une démarche dans la rue, parce que les gens n'ont pas du tout compris que ce qui était mis en place en 1990, adopté par l'Académie française en 1990, n'allait pas bouleverser la langue française. Alors sur les ABC de l'égalité, vous savez comme moi, tout ce qui a pu circuler comme sottise,
Je crois qu'on est dans un climat tel que actuellement, rien n'est possible. Enfin, il faut agir de façon un petit peu biaisée, c'est-à-dire, je pense que ce qu'on a fait dans les programmes, personne ne nous a dit quoi que ce soit sur ces questions-là. C'est-à-dire que quand on a dit à chaque fois, il y a des stéréotypes sexistes, etc., il faut que les élèves, enfin, il faut apprendre aux élèves à les décrypter dans les livres. Là, on n'a pas eu de retour négatif sur cette question. La personne n'a pu aller contre. Donc, c'est comme ça qu'on avance. Mais c'est un peu désespérant, vous savez. Oui, c'est désespérant. C'est aussi l'objet un peu de ce rapport que je vais faire au nom de la délégation des droits des femmes. C'est justement de montrer ce que les études de genre, tout ce qui a été dit aujourd'hui et les jours précédents dans les différentes auditions, montre qu'effectivement, ce n'est pas sulfureux, c'est simplement de montrer la réalité des choses. Mais peut-être pas baisser les bras. Enfin, je sais pas. Moi, je me dis que c'était quand même des programmes qui étaient tout à fait intéressants. Et bon, franchement, c'est pas parce qu'il y a de l'obscurantisme qu'on est obligé de baisser la garde, de baisser les bras. Moi, je pense qu'il... Je vous donne un exemple, excusez-moi, tout à fait personnel, concret. Je discute avec mon voisin d'immeuble et je lui dis, je travaille sur les programmes, et il dit ah oui, j'ai entendu parler la question de l'égalité des sexes et tout ça, et de la théorie du genre. Moi, je ne suis pas contre l'égalité des sexes. C'est un homme très cultivé, hein, mais montrer des hommes qui portent des jupes... Oui, c'est surtout, enfin voilà, c'est terrible, c'est même consternant. Mais bon, enfin moi, avec Maud, c'est politique. Oui, c'est politique, mais enfin, je pense qu'on est très fiers d'avoir voté cette loi sur la refondation de l'école, et que je pense que dans les enseignants, dans l'éducation nationale, il y a des enseignants qui portent quand même ces valeurs. Moi, je suis maire d'une petite commune de 5300 habitants. On a les temps d'aménagement périscolaire. Moi, j'exige par rapport à mes personnels qu'on travaille sur la citoyenneté, sur la discrimination, en complémentarité de l'ABCD, de l'égalité. Et je crois qu'on a quand même tous un rôle à jouer, soit les élus, soit les parlementaires, et que vous êtes aussi des partenaires essentiels, et qu'il ne faut pas baisser les bras. Parce que, enfin, moi, je pense que on mise beaucoup sur notre jeunesse. Enfin, le président de la République l'a dit et le porte, puisque notre jeunesse, c'est la priorité, c'est l'avenir de la France. Donc, à nous de leur donner les bonnes bases, et je pense que c'est essentiel. Oui, mais enfin, le CSP n'est pas concerné par ça. Je veux dire, notre mission, elle était très particulière. Hein. Notre mission, c'est le socle commun et les programmes. Je veux dire, mais les parcours aussi qu'on a pu faire, et notamment, enfin, je trouve le travail qui a été fait, il a été dirigé par Pierre Kahn, qui est professeur de philosophie de l'éducation, sur la citoyenneté est remarquable. C'est la première fois qu'il y a quelque chose vraiment d'intelligent sur ces questions et de pratique. Alors, vous aviez une question ? Si, vous avez encore droit à une question. C'est un peu en réaction à certains de vos propos, de dire que les étudiants sont importants pour l'orientation, mais que ce qui est quand même beaucoup plus important, c'est de bien connaître le système éducatif. Oui, mais ça, personne n'en disconvient. Et ça n'est certainement pas exclusif. Il y avait quand même une petite réserve dans votre manière de présenter, parce que vous avez dit c'est très important, mais en ce qui concerne la formation des conseillères d'orientation psychologues, ils sont hautement formés à la connaissance du système éducatif, je peux vous le dire. Ça n'empêche pas qu'ils ne luttent pas forcément contre la division sexuée de l'orientation pour autant. Ce qu'il faut, c'est que ce soit introduit partout. Les enseignants, bien sûr que si, ils ont un rôle très important dans l'orientation. Pourquoi ? Parce que l'orientation se fait beaucoup avec les notes. Et c'est eux qui siègent dans les conseils de classe. Donc, ils ont un rôle important. Si je prends un seul exemple de l'enchaînement des choses, les stéréotypes de sexe qui affectent les filles d'une moindre compétence en mathématiques. C'est un stéréotype, on est bien d'accord. N'empêche que toutes les études attestent que ça affecte leur confiance en elles. Ça affecte leur confiance en elles. Donc, les enquêtes PISA de l'OCDE l'ont bien démontré. Puis en France, on est assez fort sur cette dimension-là, si je puis dire. Et puis d'autres recherches l'attestent aussi.
Donc, en moyenne, les filles vont avoir moins confiance en elles parce qu'elles sont, comme on dit, elles subissent la menace du stéréotype. Ce que les enseignants rarement corrigent. Les interactions, on le sait, on interagit plus avec les garçons en classe de maths qu'avec les filles. Les appréciations sur les bulletins scolaires. Pendant 3 ans, j'ai mené une étude d'analyse de contenu des appréciations sur les bulletins scolaires d'élèves, filles et garçons, qui avaient les mêmes résultats par les mêmes profs. Je peux vous assurer que le double standard d'évaluation dont parlait Nicole Mosconi et d'autres chercheurs, on l'a de manière déflagrante. Donc, les filles vont avoir des processus d'auto-sélection pour l'accès à la première scientifique, dont je parlais tout à l'heure, 14 points d'écart, avec les mêmes résultats que les garçons, avec 10 de moyenne en sciences, 14 points d'écart, vont moins demander. Les enseignants, en moyenne, ne corrigent pas cette auto-sélection. Vous ne pensez donc pas que les étudiants doivent être intégrés partout dans la formation des enseignants, qui ont un rôle. Ils n'ont peut-être pas le rôle direct de l'orientation. D'ailleurs, personne n'oriente personne. Ce n'est pas non plus les conseillères et les conseillers d'orientation. Et vous le savez comme moi, ce sont les chefs d'établissement qui sont responsables de l'orientation. Pour l'instant, dans le cadre législatif, enfin, elle n'est pas législative, le mot m'échappe, institutionnel. Donc, par leur pratique pédagogique, les enseignants distillent des stéréotypes de sexe, distillent un certain nombre de choses qui vont affecter les sentiments de compétence, la confiance que vont avoir en elles, par exemple, notamment les filles, vers les sciences et techniques. Je ferme cette parenthèse. Les hormones, je confirme ce que dit Maud Olivier, c'est scientifiquement prouvé, les garçons ne sont pas plus victimes de leurs hormones que les filles, et ils ne sont pas naturellement moins matures, la supposée immaturité des garçons qui leur ferait avoir certains types de comportements un peu inadaptés aux attentes de l'école. Donc ils sont victimes du genre aussi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, si jamais ils sont victimes. Quant au programme scolaire, mais bien sûr vous n'avez pas la révolution dans la rue sur les programmes scolaires, parce que c'est tellement distillé. Ce qui concerne la question de l'égalité des sexes dans les programmes scolaires, je parle en connaissance de cause, puisque pour le Haut Conseil, je les ai lus de A à Z, la première mouture et la seconde mouture. Et au Haut Conseil et l'égalité, nous avons produit une note là-dessus qui convergeait totalement avec les évaluations, entre guillemets, les appréciations, vous voyez, on reste dans le domaine scolaire, faites par une petite dizaine d'autres associations, dont certaines très spécialisées sur ces questions, dont l'ARGEF, etc., et convergent. Donc, quand on analyse mot à mot tous ces programmes scolaires, je peux vous assurer qu'évidemment, ça ne va pas faire descendre les parents dans la rue, parce qu'ils ne les lisent pas. Et puis deux, franchement, pour trouver, j'exagère un tout petit peu, je le sais, mais quand même, peut mieux faire. Vraiment, ça a été distillé, même écrit au masculin singulier. Quand on dit le professeur ou l'élève au masculin, ça désigne tout le monde. Non. Alors, c'est normal, vous n'avez personne dans la rue sur les programmes scolaires parce que c'est invisible. Sur la masculin, féminin, je suis absolument responsable de ça en tant que linguiste. J'applique les règles de la langue française et nous avons une petite note qui dit à chaque fois que le terme, enfin quand le terme est masculin et qui désigne un ensemble, par exemple, le terme professeur désignera, le terme enseignant désignera les hommes et les femmes qui exercent ce métier. Le terme élève désignera les garçons et les filles qui sont scolarisés, etc. À chaque fois, on a mis ça, on n'est pas allé dans les québécismes qui rendent les choses absolument, qui font une langue de bois, absolument épouvantable. De même qu'on a le mot sentinelle pour désigner des hommes, on a le mot personne pour désigner des hommes, c'est un féminin, on va dire. Dans cette salle, il y avait 5 personnes. Elles sont venues, etc. Et c'était des hommes, et bien tant pis. Je veux dire, c'est une particularité de la langue française, contrairement à d'autres langues. Je pense qu'effectivement, c'est un débat important, mais on va arrêter. Enfin, moi, je suis ravie d'avoir une chef de la mission parité. Voilà. Je peux juste dire que pour nous, vu de l'enseignement supérieur et sans porter aucun jugement, nous avons mis en place des actions extrêmement importantes sur la place des uns et des autres dans la recherche, et notamment parce qu'il y a des préoccupations très fortes. Il faut que vous sachiez que tel que se passent les questions de vivier de femmes en mathématiques, eh bien, il est programmé qu'il n'y aura plus de femmes professeurs de mathématiques dans le supérieur à terme.
parce que le vivier, au lieu d'augmenter, s'amenuise, et que la communauté même des mathématiciens et des mathématiciennes s'en inquiète de façon extrêmement importante, et réfléchit à la façon de essayer d'attirer dans ce domaine des jeunes femmes. Voilà, simplement, et c'est vrai aussi pour tout ce qui est informatique. Merci. Je pense qu'on aurait encore besoin d'avoir du temps pour échanger. Merci à vous et très bonne soirée.